On va parler maintenant de l'énergie ou des énergies de demain. On va voir comment dire. Et je vous demande d'accueillir François Maréchal, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà, François, vous êtes professeur au campus Énergipolis à l'EPFL. Donc vous n'êtes pas sur ce site. Hein. Énergipolis, c'est dans les montagnes. Oui, c'est à Sion. Vous allez nous faire une magnifique démonstration pour nous prouver, j'en dis pas tellement plus quand même, qu'on pourrait avancer très très vite quand même dans le domaine des énergies et voilà. Sur le papier, en tant que scientifique, vous nous faites la démonstration que en fait les choses pourraient être complètement différentes. Hein. Exact. On y va? Oui, merci. Allez, c'est à vous. Eh bien, permettez-moi de vous raconter une histoire et je vais faire un voyage dans le futur. Imaginons qu'au lieu d'être en 2019 au 50e anniversaire de l'EPFL, nous soyons au 80e anniversaire de l'EPFL. On est en 2049 et sur l'esplanade, je rencontre un des étudiants que j'ai diplômé en 2020. Il est avec ses enfants et puis il m'interpelle et dit « Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'histoire et comment est-ce qu'on a fait pour réaliser la transition énergétique ?» Alors j'ai dit, mais on va s'asseoir et puis je vais essayer de vous expliquer aux enfants comment est-ce qu'on a fait. Alors la première chose qu'il est important de savoir, c'est que l'énergie, on en a besoin pour vivre. Chaque personne, partout dans le monde, a besoin de l'équivalent de 25 centilitres d'essence chaque jour pour faire fonctionner son corps. Ça, c'est une quantité d'énergie dont tout le monde a besoin. Sinon, on meurt. En même temps, en Suisse, pour se déplacer, pour se loger, pour produire, on dépense 5,5 litres d'essence par jour. Et ça, c'est la responsabilité du système énergétique que l'homme a mis en place pour satisfaire ses besoins. Est-ce qu'on a vraiment un problème d'énergie ? Bon, si on regarde dans le ciel, on voit qu'il y a l'astre solaire qui nous apporte en fait une quantité d'énergie extraordinaire. La réalité, c'est que c'est une centrale nucléaire qui réalise la fusion, la même fusion que vous allez voir sur le campus, qui est réalisée depuis des milliards d'années et qui nous fournit en 1h30 assez d'énergie pour satisfaire tous nos besoins énergétiques d'aujourd'hui. Ou autrement dit, en un an, on a assez pour vivre 6500 ans. Ça veut dire que on pourrait retourner 6500 ans en arrière et en un an, on aurait assez pour vivre. Donc le problème n'est pas vraiment l'énergie, mais la nature s'est déjà rendu compte que avoir simplement le soleil qui brille n'était pas suffisant parce que l'énergie du soleil est intermittente, elle est saisonnière et tout le monde ne la reçoit pas de la même manière. La nature a inventé une solution pour ça. La nature a stocké l'énergie sous forme, grâce à la photosynthèse, sous forme de sucre. Le sucre qu'on va pouvoir utiliser, nous, pour satisfaire nos besoins énergétiques et transformer la ressource énergétique et le sucre en mouvement et notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la nature ? D'une part, la nature, elle a stocké de l'énergie pour la rendre disponible tout au long de l'année. Elle a dû gérer l'énergie, elle le fait en plusieurs étapes. J'ai quelques kilos de graisse qui me permettent de ne pas devoir manger dès que j'ai besoin de courir, mais de courir et puis de manger. Et elle a aussi introduit l'économie circulaire parce que la photosynthèse utilise le CO2 et l'eau qui se trouvent dans l'atmosphère pour faire du sucre à partir des photons qui viennent du soleil. Et lorsque l'on respire, on va prendre l'énergie qui est stockée dans le sucre ou la biomasse et on va reconvertir, on va utiliser cette énergie et on va rendre à l'atmosphère le CO2 et l'eau qui était nécessaire. Et donc, la nature nous avait montré l'économie circulaire. Alors, la nature, elle avait fait aussi un petit truc, à un moment donné, il y a 200 millions d'années, plus ou moins. Elle a stocké une toute petite partie de la biomasse, qui était l'énergie stockée, sous une forme plus dense, sous le sol.
Et c'est ce que l'homme a découvert, qui s'appelle le pétrole, le charbon, le gaz. Et l'homme a découvert ça et a vu que c'était une très bonne ressource énergétique. C'était stockable. C'était difficile en réalité à extraire, mais il a mis en place tout le système énergétique qui permet de le faire, d'aller prendre du pétrole à 4000 mètres de profond, de le mettre dans un bateau, de l'amener dans une raffinerie pour finalement le distribuer pour qu'on puisse nous satisfaire nos besoins, que ce soit vivre, que ce soit se loger, que ce soit se déplacer. Le seul problème de ce système-là, c'est que le carbone qui était utilisé, qui avait été pris par la nature il y a 100 millions d'années, on le met dans l'atmosphère aujourd'hui lorsqu'on utilise son énergie et il s'accumule. Il s'accumule dans l'atmosphère et ça fait comme si on ajoutait des t-shirts un après l'autre et on a de plus en plus chaud. Alors, on peut dire que c'est une hystérie ou pas, n'empêche que la température moyenne de la Terre augmente. On peut le traiter de manière humoristique en se plaignant de l'ours blanc ou en rigolant parce que les Anglais commencent à produire du vin. Mais la réalité, c'est qu'on a des signaux d'alerte qui sont beaucoup plus grands. La Suisse a déjà augmenté sa température moyenne de 2 degrés. On a vu beaucoup d'inondations, on a vu des ouragans, on a vu des incendies, on a eu des vagues de chaleur. Et quand on regarde les perspectives, on se rend compte qu'il y aura des zones dans le monde où il fera trop chaud pour permettre au corps de se refroidir. Ça veut dire que ce sera impossible de vivre dans ces zones-là, et ça veut dire que les personnes qui y vivent aujourd'hui vont devoir migrer. Et ce n'est pas avec un mur qu'on arrivera à les arrêter, ils n'auront pas le choix, ils ne pourront plus vivre. C'était donc un cri d'alerte, il était important de réagir. Alors on a regardé ce que ça voulait dire pour la Suisse. En 2020, le Suisse émet 38 kg par jour et par personne de CO2 dans l'atmosphère. Alors en fait, il y a une partie qu'on voit directement, c'est ce qu'on brûle dans nos chaudières, c'est ce qu'on brûle dans nos voitures, c'est ce qu'on brûle dans l'industrie, c'est 15 kg par jour. Il y a une partie qu'on voit un peu moins bien, c'est ce qu'on brûle quand on se déplace. 2 kg par jour, c'est la moyenne de tout le kérosène qui est brûlé par tous les avions qui quittent la Suisse. Et puis il y a 20 kilos par jour qui viennent du fait qu'on demande à d'autres de produire pour nous. Et donc on fait les émissions dans d'autres pays que le nôtre. Alors on s'est posé la question, est-ce que c'est urgent d'agir? On est en 2020 et on a regardé qu'est-ce qui nous reste, quelle est la quantité de CO2 qu'on peut encore mettre dans l'atmosphère pour limiter la température à 1,5 degré C, qui était ce que les gouvernements avaient décidé. Alors il y a trois chiffres intéressants. Le premier, c'est 1000 gigatonnes de CO2, c'est la quantité totale de carbone fossile que l'homme a émis entre 1850 et l'an 2000, en 150 ans. 500 gigatonnes de CO2, c'est la quantité de CO2 que l'homme a émis entre 2000 et 2015. En 15 ans, on a fait 500, on avait fait 1000 en 150 ans. Et ce qui nous restait en fait en 2020, c'est en 30 ans, on ne pouvait plus émettre que 300 gigatonnes de CO2. Ce qui veut dire aussi qu'il fallait laisser beaucoup de carbone fossile dans les réserves et que ce n'est pas les réserves qui allaient manquer. On avait un défi, et ça c'était le défi des ingénieurs qui ont reçu leur diplôme en 2020. Alors comment est-ce qu'on l'a fait? On a dit qu'il faut analyser le système, il faut voir comment on consomme l'énergie, puis là, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que la première chose, c'est qu'il y a des personnes, que les personnes ont besoin de services et que ces services demandent une certaine quantité d'énergie. Pour apporter le service, eh bien, on se rend compte qu'il y a une partie de l'énergie qui n'est pas utilisée, qui doit être jetée dans l'environnement et qu'il n'y en a qu'une seule partie qui est vraiment utile. Et que cette partie-là, en fait, elle va s'accumuler parce que non seulement j'ai besoin d'une énergie, mais j'ai besoin de l'énergie à l'endroit où je suis. Donc, il y a certaines personnes qui s'occupent pour que l'énergie arrive chez moi. Et pour qu'elle arrive, eh bien, il y a de nouveau une perte d'énergie. Jusqu'à arriver au début de la chaîne, extraire l'énergie. Et donc on a toute une chaîne que l'on doit comprendre, et les scientifiques ont écrit une super belle formule qui montre que chaque fois que je fais une opération, j'ai une certaine quantité d'énergie que je perds. Et c'est aussi, à chaque endroit, le défi pour l'ingénieur, puisqu'il faut améliorer l'efficacité à chacune des étapes. La première étape, on s'est d'abord tracassé du système bâti, donc il fallait qu'on se chauffe de manière plus efficace. Alors là, on était confronté à un grand problème, c'est qu'on sait que la population va augmenter, on sait que les gens ont besoin de plus en plus de confort, et que même si on rénove les bâtiments très rapidement, il va falloir construire des nouveaux, et il va falloir les construire très intelligemment parce que
sinon la demande d'énergie va exploser. On s'est rendu compte que même en faisant des efforts considérables, la demande d'énergie resterait plus ou moins constante. Donc on s'est posé la question de savoir, avec mes collègues notamment du Smart Living Lab, comment est-ce qu'on rénove les bâtiments pour être sûr que la demande n'explose pas. Ensuite, on s'est posé la question de savoir comment on allait chauffer les bâtiments. Alors on a regardé comment on faisait. On brûle du pétrole du mazout pour chauffer une maison. Ça correspond à des grandes émissions de CO2, 3,8 tonnes de CO2 par an et par 100 mètres carrés. En plus, il y a un autre élément, c'est qu'on paye pour ça. On achète de l'énergie et la plupart du temps, on oublie qu'il faut aussi acheter la chaudière et on est souvent embêté quand on doit la remplacer. Alors, on s'est posé la question, on a demandé aux scientifiques, mais comment est-ce qu'il faut faire? Et puis, on a un scientifique qui s'appelle Carnot qui nous a dit, écoutez, si vous prenez de la chaleur dans l'environnement, au lieu d'acheter 10 ou 11 unités d'énergie pour chauffer votre bâtiment, vous n'en avez plus besoin que d'une seule. Alors ça, c'est un défi pour les ingénieurs. Les ingénieurs, ils l'ont fait. Ils ont mis ensemble la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est l'assemblage de technologies. C'est l'assemblage de compresseurs. J'ai mon collègue qui travaille sur les compresseurs. L'assemblage d'échangeurs de chaleur. J'ai un autre collègue qui travaille sur les échangeurs de chaleur. Et aller chercher la chaleur dans l'environnement, par exemple dans le sous-sol. Et j'ai un spécialiste ici à l'EPFL qui travaille sur la géothermie. On a assemblé les technologies. Et on s'est rendu compte que maintenant, on utilisait l'électricité. Et évidemment, on a dit, mais pourquoi ne pas utiliser l'électricité qui est sur les toits, que l'on peut produire grâce aux panneaux photovoltaïques. Et à l'EPFL, on a plein de spécialistes qui travaillent sur le développement des panneaux photovoltaïques. Ils essayent de les rendre plus efficaces et surtout de les rendre moins chers. Alors la conséquence de ça, c'est que on utilise le soleil, et puis le soleil, il ne brille pas tout le temps quand on a besoin d'être chauffé, par exemple. Donc il va falloir gérer cette énergie. On se rend compte une partie de l'énergie pourrait être utilisée directement pour faire nos besoins. Une partie devrait être achetée. On a besoin de connecter la maison sur un réseau. Et une partie pourra être exportée. Et il faudra quelqu'un qui le prenne et qui l'utilise. Et pour ça, on va aussi devoir avoir un système qui va être le plus intelligent possible dans la gestion de l'énergie, être capable de prédire quand je suis à la maison, parce que je n'ai pas besoin de chauffer la maison si je ne suis pas à la maison, être capable de prédire quand je vais prendre ma douche et quand le soleil brille, de manière à la fin de pouvoir coordonner l'opération de tous les équipements qui sont dans le bâtiment et minimiser la quantité d'énergie qu'on va demander et qu'on va devoir acheter. Alors pour ce faire, je dis qu'il va falloir acheter des choses, on devra acheter beaucoup moins d'énergie et on doit investir beaucoup plus dans les technologies. Et c'est une très grande différence. Regardez la différence entre la barre orange, qui est la quantité d'énergie qu'on achète aujourd'hui, une quantité d'argent que l'on donne principalement vers les pays arabes et vers les pays russes, et la petite quantité orange qui reste, qui est lorsqu'on aura investi, c'est-à-dire fourni du travail à tous les gens qui sont autour de nous pour développer et implémenter les technologies, et la petite quantité qu'on devra encore acheter. Alors pour acheter, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici en Suisse, on peut utiliser l'hydro, évidemment. On a de l'énergie hydraulique. On peut aussi utiliser l'éolien. On a plein de spécialistes qui travaillent sur ces sujets-là. Et on peut utiliser du gaz. Si on utilise du gaz, vous allez me dire c'est du fossile. Oui, mais on peut produire du gaz avec la biomasse. Et où est-ce que je trouve la biomasse? C'est tous les déchets qu'on produit sous forme organique. C'est la station d'épuration, qui est les déchets de notre conversion d'énergie. C'est tous les déchets qui viennent de la production agricole et également la production du bois. Il existe différentes technologies. Toutes ces technologies ont deux choses. Elles permettent de produire de l'énergie qui est distribuée, du gaz, et elles ont un sous-produit qui est le CO2. On s'est posé la question de savoir ce qu'on pouvait faire du CO2. Et on a regardé la nature. La nature, elle utilise du CO2, elle utilise de l'eau et elle fait de l'énergie avec. Nous, on peut faire la même chose. On va le faire de manière technologique et je vais utiliser l'excès d'électricité. J'ai trop d'électricité, je prends cet excès-là et qu'est-ce que je vais faire? Je vais combiner du CO2 et de l'eau. Je vais faire ce qu'on appelle l'électrolyse qui va faire de l'hydrogène. Et l'hydrogène plus CO2 donne du méthane, de l'énergie qui est stockée. Évidemment, il faut des chimistes parce qu'on a besoin de catalyseurs, il faut des électrochimistes parce qu'il faut comprendre les mécanismes, et il faut des gens qui développent les technologies pour qu'elles soient abordables d'un point de vue du coût. Une autre chose qui est importante, c'est qu'il faut capter le CO2 parce que c'est un sous-produit.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que si j'ai du bois, par exemple, je peux produire du gaz, mais je produis du CO2, et ce CO2, je peux l'utiliser pour capter le supplément d'électricité que j'ai disponible qui vient du soleil. J'aurai donc une nouvelle chaudière qui va fournir de la chaleur à partir du gaz, mais qui va aussi utiliser les panneaux solaires photovoltaïques pour entraîner une pompe à chaleur, et qui va compter sur quelqu'un qui gère l'énergie et qui permet de faire fonctionner le système. C'est toutes les technologies de réseau. Donc j'ai besoin d'une infrastructure. Alors on s'est dit, est-ce qu'on n'arrive pas à améliorer la pompe à chaleur? Et l'idée pour améliorer la pompe à chaleur, c'est d'essayer de chauffer le plus froid possible, le plus bas possible, et d'aller prendre la chaleur au meilleur endroit possible. Alors c'est ce qu'on a fait, on a coupé la pompe à chaleur en deux morceaux. D'un côté, une pompe à chaleur qui va aller chercher la chaleur, on va la distribuer à l'endroit où on en a besoin, et puis après on va la fournir à l'endroit où elle est nécessaire. Et on va utiliser deux pompes à chaleur. Et le PFL a inventé une technologie qui s'appelle le réseau CO2, où en fait on va utiliser le CO2 comme un fluide pour transporter la chaleur. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien le CO2, il peut passer de l'état liquide à l'état gazeux. Lorsqu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux, il prend de la chaleur. Lorsqu'il passe de l'état gazeux à l'état liquide, il va délivrer de la chaleur. Et à 17 degrés, je peux distribuer la chaleur de cette manière-là. J'ai besoin de chaleur quelque part, je prends la chaleur qui est à 17 degrés, je prends du gaz, du CO2 à l'état gazeux, je le fais passer à l'état liquide et je délivre la chaleur. J'utilise une pompe à chaleur pour changer le niveau de température. Lorsque je vais aller dans le sol pour prendre la chaleur, elle est à plus basse température, je vais utiliser une pompe à chaleur et je vais produire du CO2 à l'état gazeux que je vais pouvoir utiliser après. Mais l'avantage de ça, c'est que je peux aussi le faire pour refroidir. Alors tous les data centers qu'il y avait dans toutes les banques suisses pouvaient être refroidis grâce à ce système, gratuitement et pour chauffer les voisins. La même chose pour les centres commerciaux qui ont souvent besoin d'être refroidis, qui ont besoin de frigo. La même chose pour l'industrie qui, elle, est prête à payer pour être refroidie. On peut aller prendre sa chaleur et on peut l'utiliser pour se chauffer. Et on va entraîner les pompes à chaleur grâce aux panneaux photovoltaïques qu'on va installer sur les toits. Alors lorsqu'on fait le bilan, on voit que la même ville peut être chauffée avec 6 fois moins d'énergie. Et dans les 6 fois moins, c'est-à-dire qu'il me reste 18% à fournir, la moitié peut être directement fournie par les panneaux solaires qui sont sur les toits. Et là, on s'est rappelé qu'on utilisait le CO2 pour stocker l'énergie. Et on a un tuyau qui permet de le collecter. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a collecté l'énergie des piles à combustible qui produisaient l'électricité qui entraînait les pompes à chaleur. On l'a ramené avec un tuyau pour le stocker à un endroit bien précis. Donc en hiver, on produit du CO2. Et en été, on prend le CO2 avec l'excès d'électricité et on rend l'énergie sous forme stockée en gaz naturel. Et quand on fait le bilan, eh bien on se rend compte que la ville, qui correspondait à 50% de nos émissions de CO2, peut être entièrement chauffée, refroidie et éclairée avec l'énergie solaire qui se trouve sur ces toits et les déchets qui sont produits par la population. On a une ville qui est entièrement autonome. Et évidemment, on ne s'est pas arrêté au problème de la ville. On a dit, mais l'industrie, est-ce qu'elle ne peut pas faire le même principe? Alors l'industrie, on leur a dit, mais regardez, vous pouvez récupérer la chaleur. C'est le même principe qu'avant. Vous pouvez augmenter le niveau de température de la chaleur en intégrant des pompes à chaleur. Vous pouvez transformer des ressources en produits. Ça, c'est le principe de l'économie circulaire et de la symbiose industrielle. Un industriel produit un déchet, un autre industriel prend ce déchet et en refait un produit. Par exemple, je fais du ciment avec du solvant qui est un déchet de l'industrie chimique. Évidemment, on a optimisé le système, on l'a rendu le plus efficace possible et il y avait toujours de la chaleur qui quittait. Donc on a connecté la ville et le traitement des déchets de la ville et l'industrie. Et on a évidemment inclus le recyclage, l'industrie du recyclage. Il restait toujours le besoin d'énergie de la ville et pour ce faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on se souvient qu'on convertit la biomasse en méthane. Et l'opération délivre de la chaleur. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris cette chaleur pour remplacer les chaudières de l'industrie et fournir en même temps du combustible et les besoins énergétiques de l'industrie.
Évidemment, on avait un outil de stockage de l'énergie. Donc, on a un système qui gère l'énergie exactement comme la nature le faisait, exactement comme on le faisait par le passé, mais qui est basé uniquement sur des énergies renouvelables. Alors, on a un système qui est déjà presque bon. On a intégré la production de la nourriture, on a intégré la ville, on a intégré l'industrie. Il nous restait un problème. Comment est-ce qu'on gère la mobilité ? Et là, quand on fait l'inventaire, on se rend compte qu'on a trop d'énergie disponible, on avait de l'énergie dans nos stocks. Mais évidemment, la mobilité doit être plus efficace. Donc, on l'a électrifié. Des véhicules électriques pour les petites distances, des véhicules avec un range extender, je vais vous expliquer ce que c'est dans 2 secondes. On peut aussi capter le CO2 sur les véhicules. Et évidemment, on peut améliorer les transports en commun. Vous avez tous vu le projet Hyperloop qui permet justement d'améliorer et de rendre encore plus autonomes les transports publics. Un petit mot sur le véhicule électrique. C'est un projet qu'on a fait avec Peugeot Citroën où on a démontré qu'on pouvait faire une voiture qui consommait 1,1 litre de biogaz, qui comprend en fait une pile à combustible, des batteries beaucoup plus légères. Si vous regardez, c'est 33 kg à comparer avec les 500 d'une Tesla, et un moteur électrique. Évidemment, ce système-là nécessite tout un système de contrôle qui doit être beaucoup plus sophistiqué. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que cette voiture-là, qui est 92% du temps dans un parking, peut être utilisée comme centrale électrique pour fournir l'électricité pour le système. Et elle possède aussi une batterie. Et elle a 92% de disponibilité. Tous les industriels qui sont dans la salle seraient très contents en fait, d'avoir des centrales électriques avec 92% de disponibilité. Alors maintenant, quand on arrive à ça, on peut dire que finalement, on a presque résolu le problème. Et en fait, on a même été plus loin, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait du CO2 en trop dans nos tuyaux. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le CO2 en trop ? Eh bien, il existe des réactions chimiques qui permettent de minéraliser le CO2, de le transformer dans son niveau d'énergie le plus bas et de le remettre de stocker dans des carrières. Donc on peut devenir même négatif en émissions de CO2. Voilà. C'est comme ça qu'on a conçu la transition énergétique, c'est comme ça qu'on a intégré la ville, c'est comme ça que les solutions technologiques ont été mises en œuvre. Vous pouvez voir là que tout le système est interconnecté par des réseaux, le réseau d'eau, le réseau gaz, le réseau CO2, le réseau électrique, le réseau de données. Toutes ces technologies sont plus ou moins déjà là aujourd'hui. Il suffit de les agencer et de les opérer de manière intelligente. Il faut aussi agencer les forces humaines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un système éducatif qui nous permette d'avoir des gens qui savent construire les technologies, qui savent les installer. On a besoin d'un système éducatif qui permette d'informer nos banquiers qu'ils peuvent prendre des risques en investissant dans les technologies du futur. Mais on a aussi besoin de citoyens qui donnent des missions aux autorités, notamment de créer les infrastructures. On a vu que toutes les technologies doivent être intégrées. Et je vais terminer par des remerciements. Je voudrais dire merci au soleil, parce que c'est lui qui nous donne l'énergie. Merci à la nature, parce qu'elle nous a appris comment il fallait gérer l'énergie. Merci à la thermodynamique, parce qu'elle nous a appris qu'il fallait se focaliser sur l'efficacité et sur l'environnement. Merci à la recherche, parce que c'est eux qui nous donnent les technologies et les méthodes qui permettent de les mettre en œuvre. Merci aux ingénieurs, parce que c'est eux qui vont dire ce qu'il faut faire et qui vont les mettre sur le marché. L'industrie, qui va nous fournir les technologies, les autorités qui créent les conditions cadres et les infrastructures, la finance, parce que c'est eux qui doivent apporter l'argent et souvent qui doivent décider de ne plus donner l'argent à l'industrie pétrolière, mais plutôt la donner à l'industrie locale, et finalement aux citoyens, parce qu'évidemment, on va devoir apprendre à mieux consommer et peut-être aussi mieux voter, de manière à donner les bonnes missions à nos autorités. Merci. Et merci à vous. Et merci. Venez me rejoindre. François Maréchal. Voilà. Merci aussi à François Maréchal. Vous nous faites une super belle démonstration, parfois qui vole très très haut, quand même. Parce que. Alors, du coup, vous parlez tellement que vous me laissez même plus le temps de vous poser des questions. On avait plein de questions à vous poser. Mais quand même, alors, si on veut vraiment
résumer. Tiens, je voulais préciser une petite chose quand même, parce qu'il y a des enfants dans la salle et c'est important. Vous dites au début de votre présentation, pour survivre, pour vivre, on a besoin de boire 25 centilitres d'essence. Alors il est bien clair qu'il ne faut pas prendre 25 centilitres d'essence et les boire. C'était une analogie, hein, une comparaison. Hein. On est bien d'accord, ne faites pas ça. Alors donc vous, d'après votre système, mais il est théorique, il est sur le papier pour le moment. Une ville comme Lausanne, par exemple, pourrait vivre complètement, comme on pourrait dire, en autarcie énergétique ? Oui, alors nous, on fait les calculs et on démontre que les villes, surtout les villes européennes, arrivent à devenir autonomes si elles implémentent le type de technologie que l'on démontre ici. D'accord. Donc, si je vous écoute, pour couvrir tous nos besoins, on n'a plus besoin d'utiliser une seule goutte d'énergie fossile. Non. On utilise simplement l'énergie renouvelable qui nous arrive gratuitement tous les jours. Mais ça, vous le démontrez, vous, avec vos équipes ? Oui, on le démontre avec nos équipes. Alors, d'accord. On montre ce qu'il faut investir pour aller prendre l'énergie renouvelable. Ah, ok, c'est peut-être là. Mais alors, si tout est prêt, qu'est-ce qui manque pour le réaliser ? Alors, ce qui manque pour le réaliser, d'abord, c'est une volonté politique. Il faut il faut vraiment dire qu'on veut y aller. Il faut ne pas avoir peur d'y aller parce que c'est un changement de paradigme. Hein. Et puis après, il faut que les technologies suivent. Et c'est vrai que moi, j'ai des technologies qui existent, mais je sais aussi que je peux vous proposer une solution qui aura besoin de 25% de moins de panneaux solaires parce que toutes les technologies seront plus efficaces et utiliseront moins de ressources. D'accord. Alors vous changez quand même, vous recréez des réseaux au niveau de la ville, c'est de l'investissement aussi qu'il faut. Alors c'est de l'investissement, oui, c'est très clair. Ouais, c'est très clair, mais on investit aujourd'hui pour aller prendre le pétrole à 4000 mètres sous la mer. D'accord. C'est la même chose. Donc vous, au niveau scientifique, ça c'est intéressant, vous arrivez à démontrer des choses. Vous passez beaucoup de temps à faire ça et donc vous démontrez les choses. Peut-être qu'il faut que les personnes qui vont prendre les décisions, est-ce qu'elles en sont bien informées que c'est possible, que ça existe ? Alors, on essaie de faire passer le message. Le message le plus fort qu'on peut faire passer, c'est de former les ingénieurs qui sont conscients. Donc ça, c'est vraiment la mission de l'EPFL. Hein. C'est pas seulement de faire de la recherche, mais c'est aussi de former des ingénieurs. Et c'est vrai que quand je rencontre des anciens étudiants, ils me disent tous « Ah, heureusement que j'ai eu ce cours-là parce que j'ai appris beaucoup de choses et je l'utilise tous les jours. » Donc c'est un petit peu ça l'idée, c'est qu'effectivement, il faut que l'information pénètre et que ça passe par l'éducation. Et puis le truc, c'est qu'il faut que ce soit à tous les niveaux. C'est pas seulement les ingénieurs, c'est les architectes, mais il faut aussi que les maçons apprennent à construire des maisons qui ne sont pas des passoires. Hein. Ouais. Et donc c'est à tous les niveaux qu'il faut s'adapter. Puis ça, c'est l'évolution. Et puis c'est les opportunités pour des pays comme la Suisse. Hein. Il faut maîtriser les technologies et peut-être être en avance pour rester devant. Alors, si votre système énergétique, comme ça, qui paraît complètement faisable et en gros terminé sur le plan de la recherche, alors on n'a plus vraiment besoin de vous à l'EPFL. Mais si, justement. Donc le truc, c'est que le système évolue tout le temps. Donc c'est un système vivant. On dit le métabolisme urbain. C'est un système vivant. Il évolue tout le temps. Et comme il y a des compétitions et comme on sait qu'il y a plusieurs technologies, chaque technologie doit être améliorée. On a des chercheurs qui travaillent sur les catalyseurs qui deviennent de plus en plus sélectifs et de moins en moins coûteux. On va utiliser de moins en moins de ressources pour faire des cellules photovoltaïques. Ouais. On va avoir des technologies qui vont être beaucoup plus petites et beaucoup plus efficace. Hein. On chasse partout l'inefficacité. Évidemment. Et donc, il y a un travail extraordinaire à faire, que ce soit alors chimique, mécanique, technique et même sociétal. Hein. Il faut que les gens adoptent les technologies, qu'ils n'aient pas peur et qu'on ne leur dise pas vous allez payer trop cher. Non, les technologies sont là, mais il faut qu'elles pénètrent le marché. Oui, bien sûr. C'était un petit peu pour vous provoquer que je vous disais ça, évidemment. Parce qu'en tout cas, le système sur le papier existe et maintenant, il y a des progrès à faire sur plein de points, quoi. Exactement. Voilà. Et puis, je crois que le défi aussi, c'est l'économie circulaire. Hein. C'est le fait qu'il va falloir apprendre à recycler plutôt que jeter. Hein, et intégrer ça dans notre système à nous. Donc, c'est proche du consommateur, mieux ça va fonctionner et plus ça a d'opportunités. Et puis là, ça ouvre une gamme d'opportunités pour les gens créatifs qui peuvent à ce moment-là proposer des technologies qui vont vraiment s'intégrer dans le système avec une condition, c'est que chacun comprenne son rôle dans le système.